notamment les Morsi, le soutien aussi de Hamas à Gaza. Je sais que sur ce terrain-là, nous avons des opinions divergentes. J'aimerais bien vous entendre. Mais pardon, parce que je sais des choses aussi. Pardon, très franchement, vous n'avez pas voulu entendre. D'abord, je me suis dit, tiens, Roger réserve au Qatar. C'est pas moi qui les intéresse ça. C'est beau, Roger. Alors d'abord, il faut que je raconte l'histoire de Chalit. Quand je suis devenu président de la République, j'ai dit, il y a 3 catégories de personnes qu'on va sauver, ces personnes sont françaises. Les infirmières de guerre, violées et tabassées depuis 8 ans par Kadhafi, avec le médecin président. Bettencourt, aux femmes en Amazonie. Je vous recommande d'ailleurs de lire son livre, c'est admirable, même le silence à l'exemple. C'est pas d'elle, c'est le titre d'un livre de Néroudage. Mais qui est un livre admirable, et Chalit. Et j'ai dit, Chalit est français. Si on touche à un cheveu de Chalit, on touche un français. J'ai vu Chalit depuis. J'ai reçu son père un nombre incalculable de fois. Comme vous le savez, j'ai toujours refusé de discuter avec le Hamas. Chalit était retenu par le Hamas. Gaza. Qui a fait passer la lettre? La seule qui l'ait reçue, c'est l'émir. L'émir du Qatar, à qui j'ai donné la lettre, et c'est comme ça qu'on a su que Chalit était vivant. J'ai dit à l'émir du Qatar, à l'époque c'était pas David, c'était son père. Dites bien au patron du Hamas politique qui vivait à Damas. Enfin, je ne sais pas ce qui s'y passe aujourd'hui. Que s'il arrive quoi que ce soit à Chalit, c'est la France qui rentre en France. Chalit est un soldat français. Pauvre Chalit, il ne parlait pas beaucoup. Plusieurs années après, quand j'ai reçu Chalit, quand on l'a accueilli, l'émir peut le dire, il m'a dit, je ne dis pas ça par égo, excusez-moi, vous m'avez sauvé la vie. Que les choses changent. Il y a d'ailleurs eu un moment dramatique entre Bibi et moi. Je ne veux pas trahir de secret, et je respecte Bibi, même si je dis avec lui, un homme que j'aime. Et moi, je ne sais pas pourquoi, les types de tempérament, ça me plaît. Même le sacrifice normaux. Et j'ai dit à Bibi, écoute, on a fait tout ce qu'on a fait pour sauver Chalit. Bibi savait très bien d'ailleurs que je passais par l'émir du Qatar pour discuter, et c'était le plus efficace. Je savais qu'il était fort. J'ai fait pression, c'est vrai, sur Bibi pour qu'il libère plusieurs centaines de prisonniers pour Chalit. Et Bibi m'a dit, téléphone, il dit, tu te rends compte? En Israël, ils vont dire, centaines d'Arabes contre un juif. Tu te trompes. Chaque Israélien est le père de Chalit. Les vies, pour nous, elles se comptent à l'unité. Elles ne se comptent pas au poids. Si eux, ils comptent au poids, laisse-le compter au poids. Et Chalit a été libéré, ça a été un triomphe. Bibi, je me souviens très bien, et même si je n'ai jamais pu le dire, parce que ça avait valu d'énormes ennuis à l'émir du Qatar, il a joué un rôle très important dans le maintien en vie de Chalit. C'est la première. Deuxièmement, pendant toutes les années où j'étais président, quel était le pire ennemi et la pire menace pour Bibi? l'Iran. Quelle est la pire menace pour le Qatar? l'Iran. Est-ce qu'on n'a pas assez d'ennuis avec tous les ennemis d'Israël pour en plus, pour une fois, qu'on a un ennemi commun, réfléchir avant de se taper dessus? Troisième remarque. Jamais je ne confirme. Mais il y a eu dans mon bureau de rencontre avec un personnage très haut placé du Qatar et un personnage très haut placé d'Israël. Je ne le dis pas parce qu'il est scorpion. Pas des milliers. D'autres. Quatrième remarque. Le Qatar, c'est 300 000 Qataris, 1,5 million d'habitants.
assis sur un champ de gaz. C'est la plus grande banque du monde. Il n'y a pas de policiers devant. En face, il y a 100 millions d'Iraniens et les morts. Vous savez ce qu'ils font maintenant? Ils font ce qu'a fait la Finlande avec l'Union soviétique. La Finlande avec l'Union soviétique n'a pas chatouillé les moustaches du pays. Le Qatar ne chatouille pas les moustaches de ses voisins. Quatrième point, quand vous vous promenez dans les rues dehors, vous voyez l'architecture mondiale faite par qui? Par les plus grands architectes du monde. Et les plus grands des architectes du monde, c'est les architectes juifs. Et vous voyez un essai, je ne dis pas une réussite, un essai de modernisation d'une société musulmane, avec des femmes qui conduisent, avec une possibilité d'avoir de l'alcool dans les restaurants, avec une ouverture progressive à la modernité. Est-ce qu'ils donnent de l'argent aux terroristes? Vous avez certainement des éléments. Je ne dis pas. Peut-être. Attendez. Soit on se met. Permettez-moi de vous dire, c'est des affaires très sérieuses parce qu'eux, ils risquent leur vie, beaucoup plus que nous. Que eux fassent des compromis dans l'environnement qui est le leur, on peut parfaitement. Mais au lieu de leur taper sur la tête, il faut qu'on les aide à tomber du côté de la modernité. Parce que si j'ai à choisir entre l'émir du Qatar et Ahmadinejad, je sais qui je choisis. Et lorsqu'il a fallu dégager Kadhafi, les Émiratis étaient avec nous, le Qatar était avec nous, Oman était avec nous. Qu'il ne soit pas parfait, mais j'en suis tout à fait d'accord. Mais expliquez-moi, quel est le pays musulman qui tente de se moderniser? Quel est le pays musulman où il y a des statues dans la rue? Quel est le pays musulman où on peut créer le Louvre à Abu Dhabi? Quel est le pays musulman où on peut ouvrir la Sorbonne là-bas? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on les plaque out ou qu'on les aide à aller vers nous? Il faut qu'on les aide à aller vers nous. Un mot sur la France. Qu'est-ce qu'on préfère, Roger? Il n'y a plus personne qui veut investir dans notre pays. Vous préférez qu'ils dépensent leur argent et qu'ils investissent à Londres, à Barcelone, à Madrid? Ou qu'ils investissent ici? Qu'est-ce qu'on préfère? Créer des liens avec eux? Ou continuer à faire comme si ce monde n'existait pas? Quel est le problème des leaders arabes? C'est qu'il y a que les fous qui prennent la parole. Tous les raisonnables se taisent. Parce que dans la culture orientale, il y a une forme de discrétion, de timidité, de réserve. Tous les leaders arabes raisonnables se taisent. Vous voyez le roi de Jordanie souvent prendre la parole? Sa vie est menacée. C'est pas parce qu'il a peur, mais il discret. Vous voyez le roi du Maroc prendre souvent la parole? C'est pas parce qu'il a peur. Vous voulez que je compare le régime qu'il y a aujourd'hui en Algérie ou le régime qu'il y a aujourd'hui aux Émiratis? C'est le nouveau monde. C'est des villes-mondes. Regardez ce qu'ils essaient de faire à Dubaï. Regardez leur compagnie aérienne. Ça ne sent pas le Moyen-Âge. Et dans cette transition, leurs grands-pères étaient des Bédouins qui vivaient dans le désert. Leurs enfants ont fait des études poussées dans les plus grandes universités des États-Unis. Ils parlent tous anglais, arabe, français, espagnol. Est-ce qu'on doit les encourager ou est-ce qu'on doit les maintenir dans la folie des mollahs iraniens? C'est ça la question qui est posée. Est-ce que nous, on aurait été capable, en 3 générations, de passer du désert à des villes modernes avec les plus grands architectes du monde? Est-ce qu'on sait l'importance de l'architecture? Est-ce qu'on croit qu'une dictature est possible dans un pays où il y a les immeubles les plus modernes du monde? C'est vrai qu'ils vont racheter les œuvres d'art, tant mieux. La culture, ça apaise. Donc loin de moi l'idée de dire que c'est parfait. Mais mon cher Roger, s'il y a comme ennemi d'Israël que les Émiratis et que le Qatar, Israël peut dormir sur ses 2 oreilles. Et c'est pas la peine. Non, mais attends. Comprenez-moi. Non. Quant aux frères musulmans, comprenez bien les choses. Il y a à peu près 80 millions de frères musulmans. Alors si vous pensez qu'on va tous les passer par les armes, c'est qu'on n'a pas la même conception des rapports humains. Les frères musulmans peuvent être un cancer s'ils prolifèrent. La victoire que nous aurons sur les frères musulmans, ça sera une victoire politique. Il faut une victoire militaire sur Daesh, une victoire militaire sur Al-Qaïda et une victoire politique
sur les frères musulmans. Cette réalité, elle plaît, elle ne plaît pas. Mais si vous rejetez tout le monde arabe dans le même sac, à ce moment-là, vous serez... Et juste un mot pour terminer. J'ai été confronté à cette difficulté en France avec le CFCN. C'est moi. C'était très simple, j'aurais pu ne pas m'occuper. C'est tellement possible. Il y a 7 millions de musulmans en France. Vous voulez quoi? Qu'on vive en harmonie? Sur les 7 millions, il y en a bien 5,5 millions qui sont nés en France. Donc la question qui se pose, c'est leur faire faire le même chemin qu'ont fait les juifs et les catholiques au moment où on est passé à la laïcité. Quand j'ai fait le CFCN, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité sur la question du OIF. Bien sûr qu'on adore tous Dalil. Dalil Boubacar, c'est mon ami. Mais vous croyez que Dalil représente les jeunes de banlieue? Bon. Ah, on est d'accord. Qu'est-ce qui a été au congrès du Bourget de l'OIF pour se faire siffler et pour dire, tant que je serai ministre, il n'y aura pas de voile sur les cartes d'identité? C'est moi. Et je sais que certains en ont voulu de discuter avec l'OIF. Mais attention, si le congrès est autorisé, s'ils sont là, c'est eux qu'on doit ramener dans la République. Et pas les mettre dans un coin, faire semblant de les ignorer. Ça fait plaisir. Mais au résultat,